Novembre 2006, sommet historique à Pékin. Pour la première fois de son histoire, la Chine accueille l'Afrique à bras ouverts. Bouteflika, le président algérien, Moubarak, l'Égyptien, Thabo Mbeki, le Sud-Africain, Wade, le Sénégalais, Omar Bongo, 48 chefs d'État africains sur les 53 du continent ont fait le déplacement. Ce jour-là, l'objectif de la Chine est clair. Dans ce sommet à huis clos, loin du regard occidental, elle propose à l'Afrique de sceller une puissante alliance, de l'investissement chinois contre les richesses du continent noir. Pour vaincre les dernières résistances, les Chinois ont brandi les principes de non-ingérence et multiplié les marques de respect aux chefs d'État africains, reçus comme Denis Sassou Nguesso, le président du Congo, à l'égal des plus grands chefs d'État occidentaux. Ce sommet est une réussite totale. La Chine a promis d'investir 20 milliards de dollars en Afrique en 3 ans et a promis de faire passer le commerce bilatéral de 50 à 100 milliards de dollars avant 2010. La République du Congo est l'exemple même de ce qui intéresse les Chinois sur le continent noir. Détruit par les guerres civiles de 92 et 97, le pays et ses infrastructures sont à reconstruire. Situé dans le bassin du fleuve Congo, qui abrite la deuxième forêt primaire au monde après l'Amazonie, le Congo est un pays riche, en bois, en pétrole, en minerais. Mettre la main sur le pétrole africain, la ressource la plus convoitée au monde, sera long et difficile pour la Chine. À l'image de la connivence entre Christophe de Margerie, le patron de Total, et de Denis Sassou Nguesso, le président congolais, les compagnies occidentales sont bien implantées et elles ne seront pas faciles à déloger. Alors, en attendant, les entreprises d'État chinoises ont choisi d'occuper d'autres terrains. Encouragées par les tournées africaines du Premier ministre Wen Jiabao, elles gagnent des centaines d'appels d'offres en Afrique. Routes, barrages ou palais, comme ici à Brazzaville, le ministère des Affaires étrangères, l'immeuble de la radio-télévision ou le siège de la Société des pétroles, les réalisations chinoises se multiplient. Claude Alphonse Nsilou est le ministre de l'Urbanisme et du Logement. Il pilote quelques-uns des grands chantiers gagnés par les Chinois. Aujourd'hui, il nous emmène à Bakongo, un quartier populaire qui va céder la place à de coquettes villas et à une population choisie. Vous allez bien? Ça va? Oh! Ça va? Vous aussi êtes là, oui, oui. Bonjour, ça va? Ah, ça va. Oh, ni hao. Ni hao, ouais. Alors ça va là, la jeunesse? Ayao, ayao. Oui, c'est des Congolais qui montent, hein, et avec un seul encadreur. Donc en même temps qu'on règle le problème de logement, on règle le problème de l'apprentissage. Hein. Il faut que de transfert de savoir-faire. Il est où le Chinois qui est là? Appelez le Chinois. Il est où? Il est où? À qui il monte? Il est où? Voilà. Ok, Nihan, bonjour. L'ancien quartier habité que nous exproprions, nous rasons, on a un terrain nu. Après le terrain nu, on commence les fouilles, voilà la maison qui est en train de couvrir, et puis voilà, jusqu'à cette étape-là. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ni hao. Ni hao. Oui, je parle même chinois. Ni hao. Voilà les contremaîtres chinois qui sont là. Ils travaillent, c'est la société SZTC. Voilà, ils sont un peu dans beaucoup de secteurs, un peu partout hein, au pays. Ils sont également dans la prospection minière.
Personne ne parle chinois ici, c'est embêtant. Ça va, c'est bon? Ça va. Ça va, hein? Ça va. Ça va, bon. Bah, il a répondu. Hein? Il travaille la nuit. De 18h30 jusqu'à quelle heure? À 23h. Vous voyez, vous avez vu là, c'est pas mal ça. Il travaille jusqu'à 23h. Reconstruire un pays, c'est pas évident, mais enfin, il faut beaucoup de patience. Hein. Nous, le plus important, c'est montrer le chemin. Dire que c'est possible, que la pauvreté n'est pas une fatalité. Que moderniser nos villes, c'est possible. C'est surtout ça qui m'intéresse là-dedans. Hein. Montrer que non, on peut faire comme les autres. On peut transformer notre tissu urbain, on peut transformer notre cadre de vie. Celui qui nous accompagne, c'est bon. Celui qui ne nous accompagne pas, bon. C'est dommage, on verra ça après. Le plus important pour nous, c'est développer le pays. Peu importe avec quel partenaire. Ni hao. Ah, c'est le chef de chantier, hein. Je passe le chef de chantier ici. Tu lui dis en chinois. Non, non, c'est... Oui, ni hao. C'est une Congolaise qui parle chinois qui est dans un chantier pour leur dire qu'on va faire un tour là-bas. Ah? 他现在在我们的工地上。啊。On y va là maintenant. Ok. Ok, c'est. 不能会可以。C'est merci. Les ouvriers du chantier vivent entre eux, entourés de murs, dans des bases qui rappellent le plus souvent la case d'un ferrailleur ou un camp de travail. Ce sont leurs véhicules qui font beaucoup de bruit quand ils passent devant chez moi, là. C'est ceux-là, non? Voilà comment, dans quelles conditions ils vivent, en fait. Hein, dans quelles conditions. Ils ne sont pas compliqués, ils vivent dans le quartier. Hein, c'est ça, non, l'avantage avec les Chinois. Ils vivent avec vous dans le quartier. Ils s'intègrent très facilement. Merci beaucoup. Merci. Voilà, il y a des dortoirs ici, il y a des engins. Hein? Des dortoirs, des engins. Et là, il y a des stocks. Hein? Non, on peut pas, on peut passer. Là, on rentre dans leur intimité, là, venez. Non, non, là, on peut pas, venez. Les dortoirs et les latrines résument les conditions de vie spartiates des expatriés chinois. Éloignés de leur famille pendant souvent plus de 2 ans, payés aux normes chinoises, ils permettent à leurs entreprises d'être 30% moins chers que les Occidentaux. Le réfectoire. Ah bon. Mangez, mangez. Mais ça, c'est une base. Il y a plusieurs bases comme ça dans le pays. Et ça, c'est la base juste pour le chantier qu'on a Pour le chantier, puis d'autres chantiers, parce qu'ici, ils peuvent garer certains matériels, ainsi de suite. Là, il y a, je crois que c'est du matériel du camp Clairon qui est là également. Hein, les engins. Voilà. OK. Ben, on va partir. Hein, on va partir. Il y a plusieurs sites comme ça, un peu partout dans la ville déjà. Et dans le pays, ils ont plusieurs sites comme ça, où il y a du matériel lourd. Hein, lourd. C'est que vous sentez que les gens sont là pour longtemps. Hein, ils sont là pour longtemps. Ce qui fait qu'au niveau des coûts, ils ont la possibilité de trouver des coûts intéressants, d'être plus compétitifs en fait. Le réseau de Brazzaville, ce sont des Chinois qui vont faire. C'est eux qui vont développer l'usine d'eau de Njiri et puis s'occuper également du réseau de distribution dans la ville de Brazzaville. Il y a des gros chantiers. J'aimerais bien voir aussi la France à côté de ça, dans ces chantiers. OK. Hein? Alors, OK, c'est ça. Allez, au revoir. Si les patrons chinois, qui ont déjà construit des milliers de villas de ce genre dans le pays, font des prouesses appréciées du ministre, les ouvriers congolais, eux, ne sont pas emballés. Vous pouvez nous montrer un petit peu le restaurant? Une personne qui achète et puis mange, vous voyez comment mangent les bébés les Chinois.
Les Chinois payent mal les ouvriers. Voilà pourquoi les ouvriers mangent médiocrement. La somme journalière, c'est 2000 francs, mais si nous faisons des calculs, il n'y a plus rien. Au moins 100 francs à la rue qui reste. Et puis, il y a encore un autre problème. Il y a de ceux-là qui ont travaillé avec les Chinois, ça fait 5 ans. Et ils demeurent encore des journaliers. Oui, j'ai eu l'occasion de bosser avec les Belges, les Hollandais, les Anglais. J'avais un contrat indéterminé. Alors, j'avais toutes les garanties du monde, disons. Et vraiment, les Chinois, c'est des bizarres. C'est-à-dire, on est contre de bosser avec eux parce qu'on n'y peut rien, on n'a rien à faire. On est contre de bosser, mais sinon, on ne peut pas bosser avec des Chinois. Et puis, on nous maltraite, on nous a juré parfois. Ah, on est des badauds, on est humiliés. Ils nous considèrent vraiment comme des singes. Parce que par rapport à la peau, ils ont une peau blanche, nous on a une peau noire, donc il y a une grande différence. Vous sortez jamais ensemble boire une bière? Non. Force est de constater que les bonnes intentions affichées au sommet de Pékin se heurtent aux dures réalités du terrain. Il n'y a pas que les grandes entreprises d'État chinoises qui s'implantent en Afrique. Il y a aussi des aventuriers, des colons. Jessica Ye est arrivée au Congo en avril 2000. Elle fait partie des dizaines de milliers de Chinois qui ont quitté leur pays surpeuplé pour cet Eldorado africain. Elle a démarré tout en bas de l'échelle en ouvrant un petit commerce. Est-ce qu'on va passer comme ça là? Ça peut passer comme ça? Ouais, merci. Hein? Je pèle jamais, hein? Je connais très bien la ville. Ça fait déjà combien d'années que je vis à Brazza? 8 ans. Je connais mieux Brazza qu'à Wenzhou, ma cité. Parce qu'à Wenzhou, ça change trop. Voilà. Maintenant, vous avez vu Wang Gonggu Import et Export. Ça, c'est mon dernier magasin. Bon, maintenant, c'est le seul magasin qu'on a gardé. Hein. C'est, voilà, ici. Le plus moderne de Poto Poto. Le magasin de Poto Poto est petit et sale aussi. Là, voilà, tu vois, et tout ça, ce sont des magasins chinois. Côte par côte. Et tu vendais quoi, là? Des articles chinois, des petites choses, hein, des parasoleils, des piles, des verres, des bols en plastique, toutes les choses nécessaires de la vie. Ouais, Papa Gabi, il est là? Ok, tu le salues, hein? Ouais, ça fait longtemps, hein? Comment allez-vous? Ça va? Ouais. Jessica a possédé jusqu'à 7 boutiques à Brazzaville qu'elle a pour la plupart revendues. Avant de monter cet atelier, elle a beaucoup hésité. Les idées ne manquaient pas. Là, c'est grâce à mon beau-frère qui est venu de la Chine. Il est venu visiter au Congo et puis pour voir qu'est-ce qu'il veut faire ici. On a beaucoup discuté, on veut faire une usine de carreaux, on veut faire des peintures, on veut faire beaucoup de choses. Mais après, on a choisi le baie vitrée parce qu'à Pointe-Noire, quand on a vu, il y a beaucoup de maisons qui sont en train de construire. Donc on trouve que la baie vitrée, ça va aller. Tu nous présentes? Ouais, là, c'est Li Wei. Il est recevoir d'ici. C'est lui qui s'occupe de tous les clients de ce magasin. C'est des gens de la famille? C'est des gens de Wenzhou? Oui, là, c'est le
le grand frère de l'une, et donc c'est mon grand frère. Là aussi, c'est un petit frère. Ouais. Nous sommes dans la grande famille. Hein. Arrivée seule il y a 8 ans, Jessica a fait venir au Congo 80 membres de sa famille. Certains sont venus les mains vides et ont pris une place dans son petit empire, tandis que d'autres ont apporté de l'argent pour lancer leurs propres affaires. C'est le cas de Laurent, un de ses cousins. Il a vécu 20 ans en France, dont il a gardé la nationalité et la langue. Il y a pas mal, ouais. C'est eux, voilà, ils vendent les mêmes produits. Ça, c'est mes produits, ouais. Mais tout tu les fais venir de Chine? Ouais. Ouais, bah, ils prennent le Ango chez nous, voilà, et puis ils revendent dans le marché. Il y a pas mal de boutiques qui vendent notre produit. Alors, comment ça va? Bonjour. Ça va, ça marche? C'est un peu calme. Ouais, c'est mes clients aussi, ouais. Ouais, c'est mes clients, voilà. Et puis, ils vendent mes chaussures, voilà. Ouais. Si Laurent inonde aujourd'hui le Congo de chaussures chinoises, où l'on repère quelques contrefaçons, et s'il est copain avec tous les marchands du bazar, c'est parce qu'il n'a pas hésité à s'installer au milieu de ses clients. C'est le seul blanc du quartier. Ça, c'est à 1500. Ouais, ça, c'est à 1500. Ça, c'est les pics. Des fois, les gens qui disent chapeau, parce que c'est ça. Ouais. Pics, voilà. On dit chapeau en Afrique, avec les chevaux, voilà. Voilà. Il faut toujours les nouveautés, comme ça. Ça tourne, ça tourne. Ouais. Ça me plaît, c'est joli. C'est très joli. Laurent Paris, il est top au Congo, c'est bon. Quand il nous amène tous les Chinois là-bas, il vient ici, c'est bon. Lui, c'est bon, on amène les bonnes choses. Parce que les choses là, trop chères là, il nous amène des choses très bon prix. C'est moins cher. Mais ça dure pas, mais au moins ça facilite tout le monde d'en avoir. Avec l'état du pays, on est obligé, c'est bon. Donc Laurent Paris facilite tout le Congolais qui avait les gants à avoir maintenant les chaussures. Ils vendent les choses moins chères, mais malgré ça, ils nous maltraitent. Ils n'ont pas de respect envers nous, les Congolais. Ils nous giflent, ils nous payent mal. Oui, c'est ça. Écoutez. Les choses coûtent moins cher, mais ils payent mal. Quand vous travaillez là-bas, on vous pointe en très mauvais sens. Ils nous maltraitent. Mais c'est quoi? C'est la réalité que nous vivons. Si les ouvriers africains n'apprécient pas les patrons chinois, les commerçants colons, eux, sont plébiscités. Comme partout en Afrique, ces pionniers prennent pied avec leur culture, dont les deux piliers sont la cuisine et la famille. Ce restaurant appartient à Jessica, et la famille s'y retrouve tous les soirs autour de quelques spécialités du pays. Seule concession à la francophonie, il trinque au vin rouge. Des familles comme celle-ci, on en trouve dans tous les pays d'Afrique. À Brazzaville, c'est Jessica, le chef du clan. Elle reçoit souvent dans sa villa l'ancienne résidence du consul d'Allemagne. Je suis arrivée d'abord à Libreville. Il y avait un jour, j'étais au magasin de ma soeur, un client de Gongou, qui vient de Gongou, il est venu, il dit que je suis congolaise, et là-bas il y avait la guerre, et maintenant la guerre est finie, et ceci, et tout d'un coup ça m'a tiré. J'ai dit, il y a un pays comme ça, comme je suis née dans un pays qui est, comment dire, la paix. Et je veux vraiment découvrir où la ville qui a détruit par la guerre et comment. Donc avec cette curieuse, je suis venue ici. Et puis quand je suis venue, j'ai trouvé le deuxième jour Philippe. Pour les parents, comment je peux gagner? Pour les parents de ma femme. Je ne peux pas gagner. Je n'ose pas gagner. En 8 ans,
les affaires de la famille de Jessica ont fortement progressé. Grâce à ses oncles installés au Gabon qui l'ont aidé à investir, elle a pris pied dans l'industrie forestière. Et c'est Philippe, son mari, qui dirige Sycophore, une des plus importantes concessions du Congo, un marché historiquement dominé par les Occidentaux. Cette usine était fermée depuis des années, mais Sycophore l'a rachetée et l'équipe de Philippe l'a remise en service. Ici, on fabrique des panneaux de contreplaqué en bois d'Okoumé. Les cadres sont chinois, les ouvriers congolais, les clients sont en Europe, aux États-Unis et au Japon. L'usine, on travaille en 3 équipes pour les Congolais. Chaque équipe, on travaille 8 heures. Et pour les expatriés asiatiques, on est tous asiatiques, on travaille 2 équipes. Et chaque équipe, on travaille pendant 12 heures. Et on travaille 6 jours par semaine. Dimanche, on fait l'entretien des machines et on se repose un peu. C'est la gestion, c'est la gestion qui compte. Souvent, on a des problèmes de qualité, donc il faut toujours surveiller les travailleurs et la qualité. Il y a beaucoup de chômeurs au Congo. Donc, c'est facile de trouver des ouvriers. Mais il manque des ouvriers qualifiés, donc on doit les former. Ça va couper là-bas, donner des mille. Avant de devenir un industriel du bois, Philippe était déjà bien implanté au Congo. C'est moi avec le président congolais Denis Sassou Nguesso. À l'époque là, je n'ai pas encore travaillé dans le bois. Je travaille comme correspondant de l'agence de presse Chine Nouvelle au Congo. Il s'agit d'une interview. L'interview a duré 2 heures, c'était bien réussi. Ces années de journalisme lui ont permis de nouer des relations avec les personnalités économiques et politiques du pays. Un gage de réussite. Ça c'est le Congo, Ça c'est le Congo. Donc les couleurs jaunes sont les concessions prises par les Chinois. Pour Sycophore, nous avons 5 concessions. Toutes les 5 concessions se trouvent dans le sud du pays. La 5e, c'est Nkoumina. Nkoumina, Lelali. Nkoumina, on n'a pas encore commencé l'exploitation. On a travaillé dans les 4 concessions, sauf Nkoumina. En tout, ça fait 803 618 hectares. Ici, au milieu, il y a aussi une concession, très grande concession, qui s'appelle Kelem Brumo. C'est aussi une concession prise par une société chinoise qui s'appelle Congo de Diaoud Industry. C'est la plus grande concession que les Chinois ont prise à l'étranger. Avant, la plus grande concession que les Chinois ont prise à l'étranger, c'était en Brésil. La course aux matières premières est mondiale. Après l'Indonésie, la Sibérie et le Brésil, l'Afrique est maintenant la cible des bûcherons chinois. 60% du bois africain part pour la Chine, nourrir son importante industrie du meuble, la première au monde. La Chine a besoin de bois, toujours plus de bois. Et avec Sycophore, les Chinois ont un accès direct à la matière première. On va à Mosenjo. C'était la 5e ville du Congo. Il faut 15 heures pour parcourir les 500 km de pistes qui mènent à la concession de bois de Komono, en comptant quelques arrêts. Tiens, Simba, tiens comme ça. Ah, c'est bon pour manger. C'est bon pour manger. C'est beau. Non, j'ai jamais encore goûté le serpent. Mais il faut essayer. J'ai goûté le serpent chinois, mais pas africain. C'est le plus gros serpent de l'Afrique. Voilà. Tu en es sûr? Oui. Comment dire, le serpent là est capable d'avaler toute une personne. Oui. Même toi. Non, toi. Même vous. Toi. Non, il aime les Africains, Il n'aime pas les Chinois. Non, il n'aime pas les Chinois. Même les Chinois.
Sauce tomate. Sauce tomate. Ail. Ail, oignon, tout. Ça. Okay, oignon. Tout. Pili pili aussi. Tout. Ok. Merci. Le camp de Komono abrite les ouvriers et le matériel qui opèrent dans la concession. Cette concession appartenait à une société malaisienne qui a été écartée par les autorités congolaises pour avoir saccagé l'environnement. Si les précédents exploitants étaient sans scrupules, Sycophore semble tout faire pour se plier aux règles, ce qui reste assez exceptionnel en Afrique. Chaque année, on doit demander le VEMA à la direction départementale des eaux et forêts. Le VEMA, ça veut dire volume maximum annuel. Pour le VEMA de 2008, pour Komono, il y a 87 parcelles. Là, c'est une parcelle. Parcelle. Oui, par exemple, pour la parcelle 51e, au Koumé, il y a 50 pieds. À Toussé. Toussé, c'est 6 pieds. Iroko. Iroko, c'est 1 pied. Opoto. Opoto, c'est 2 pieds. Tipeto. Tipeto, c'est 5 pieds. Au total, c'est 64 pieds à couper. Chaque ouvrier peut abattre jusqu'à une vingtaine d'arbres par jour. Et ici, à Komono, une centaine de troncs tombent quotidiennement. On ne coupe pas toutes les essences. Hein. Il y a des essences qui ne sont pas chères. On ne coupe pas, même si c'est grand. Quand on coupe au Koumé, il faut atteindre le diamètre de 60 cm. Pour le bois d'hiver, il faut atteindre 70 jusqu'à 80 cm. Si les arbres sont trop petits, il ne faut pas couper, il faut attendre. La présence des Asiatiques dans l'industrie du bois a été l'occasion de nombreux dérapages. Mais pour Henri Jumbo, le ministre de l'économie forestière, les Chinois doivent rester. Il y a quelques années, nous pouvions dire que la Chine importait en grande partie des bois bruts. Mais depuis quelque temps, conformément à notre législation, les entreprises sont tenues de transformer au moins 85% de bois sur place. Et les sociétés chinoises s'y emploient. Mais je ne sais pas quelle est la pratique ailleurs. Mais ici, au Congo, toutes les entreprises sont soumises à la loi. Le problème au Congo, comme partout en Afrique, c'est que les lois changent souvent, que les organismes de contrôle sont faibles et que les forêts sont trop grandes pour être entièrement surveillées. Mais il est vrai que l'exploitation illégale a diminué sous l'aiguillon des ONG et des financements occidentaux. Il n'y a pas nécessité de replanter parce que notre système d'aménagement donne la priorité à la régénération naturelle de la forêt par les techniques et les règlements en place. Quand vous savez que par hectare, nous extrayons à peine 1 à 2 pieds. 1 à 2 pieds par hectare sur 400 à 600 qu'on y trouve. Vous pouvez comprendre que les prélèvements sont insignifiants par rapport au potentiel. Nous pensons que la diversification du partenariat économique est une bonne chose pour tous. L'Europe, la Chine, l'Afrique ont besoin de diversifier leur partenariat. Avec la mondialisation, plus personne ne peut s'enfermer sur lui-même. Il faut s'ouvrir et tendre la main à tous. Une main tendue que les Chinois ont saisie avec intérêt, ce qui inquiète les ONG. Le parc national de Konkwati est un trésor de biodiversité. Unique en son genre, il s'étend des bords de l'océan
aux lagunes et aux montagnes du Mayombe, à la frontière du Gabon. Hilde se bat contre les autorités qui ont changé ce parc national en zone de prospection. WCS, l'ONG qu'elle représente, est une des plus respectées en Afrique. Donc la ligne noire, c'est la limite du parc national de Konkwati. La zone foncée, c'est la zone intégralement protégée dans laquelle on ne peut pas faire normalement de l'exploitation industrielle. Malgré, on a quand même beaucoup de concessions. En jaune, comme ça fait 2 blocs, c'est 2 concessions minières. En jaune ici, la ligne, ça c'est Sycophore, c'est une concession de bois. Et en orange, ça c'est une concession pétrolière, où ils ont fait des explorations sismiques l'année passée, et ça c'est une concession pétrolière offshore. Non seulement Hilde doit défendre le parc national contre des prospections autorisées par le gouvernement, mais elle doit surtout le défendre contre les effets indirects de la présence humaine au cœur de la forêt. Je crois que les Chinois sont pires que les sociétés américaines ou européennes, du fait que, je crois, dans notre culture, il y a cette notion de la pollution, de l'environnement, qui est beaucoup plus intégrée. Même sans règles, on a vu quand même que les sociétés françaises, tout ça, ils font un effort de regarder, ne pas faire trop d'impact sur l'environnement, surtout si c'est un parc. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on voit dans les sociétés chinoises. Je crois que l'effet indirect est beaucoup plus grand que l'effet direct de l'exploitation. C'est clair qu'avec le peu des écogardes qu'on a, 22 pour 5000 km², c'est bien pour nous que ça soit enclavé. Bien sûr, si les sociétés arrivent et ils mettent des routes partout pour sortir leur bois ou pour ou amener des gros camions pour amener leurs ouvriers, ça crée une infrastructure que nous, on ne peut plus contrôler. Ils ne donnent pas des rations, mais que de l'argent pour des rations, ce qui fait que ça attire les gens qui font des petites bistrots autour des camps. Et bien sûr, bon, les braconniers qui ravitaillent la viande à ces camps. Après aussi, quand eux, ils partent, il y a des gens qui ne veulent plus partir et qui s'installent ici. En matière de ressources naturelles, les besoins de la Chine sont immenses et il n'y a pas que le bois, le pétrole ou le minerai qui les intéressent en Afrique. Hilde se bat sur tous les fronts. Elle nous emmène à la rencontre de pêcheurs qui souffrent de la pêche intensive et abusive de chalutiers chinois sans scrupules. Et ils sont là les Chinois, ils sont là. Il y a 17 bateaux pour la pêche. Le 18e bateau, c'est pour le transport. Et ils pêchent du 1er jusqu'au 30. Il ne faut jamais au port seulement que le bateau du transport veut prendre seulement du poisson pour aller vendre à Pointe-Noire. Puisque nous, en tant que nous sommes paysans, nous avons l'autorité de pêcher à 12 000 marins. Mais les Chinois sont en train de déborder jusqu'à même pas 1 000 marins là où nous pêchons. Comment nous allons vivre? Bon, le 16, nous sommes rentrés dans leur bateau, nous avons pris du poisson. Au moment qu'ils ont voulu nous boxer, bon, nous avons préféré pour les intimider, pour intimider les Chinois. Nous avons pris nos pagaies, nos rames. Quand ils ont voulu nous boxer avec leur karaté, nous avons pris nos pagaies pour les intimider aussi. Nous n'avons pas de fusil, on avait seulement des pagaies en plus des machettes. Les machettes là, c'est pas pour leur tuer, mais les machettes que nous déchirons, nous déchirons nos poissons pour faire les poissons salés. Partout les poissons, celui-là qui est plus avantagé. Parce qu'une poisson salée comme ça peut nous faire 50 000, 40 000. Livré à lui-même, le village dispose de peu de moyens pour faire face aux Chinois. Ça, c'est une liste de pêcheurs. Enfin, en quelque sorte, c'est l'évaluation des filets emportés par les bateaux chinois dans la communauté villageoise de Vanji. Les noms des propriétaires des filets qui ont été emportés par les bateaux chinois. C'est des gens qui pêchent intensivement, c'est-à-dire que c'est une pêche qui ne s'arrête pas, ils ne s'arrêtent jamais. Ils pêchent nuit et jour. Mais quelle est cette marque de pêche-là? C'est pour nous finir la production. Il faut quand même laisser le temps aux poissons de se reproduire pour que demain matin, pour en avoir plus. Mais ce n'est pas le rôle des Chinois. Les Chinois, ils sont venus seulement pour tout détruire et repartir chez eux. Alors nous ne voulons pas rester pauvres. Voilà les dégâts que les Chinois provoquent ici. Les Chinois, nous demandons le départ des Chinois. Le parc reste avec nous, mais les Chinois s'en vont. Ça, nous n'avons pas d'intérêt avec les Chinois. Ils sont venus nous appauvrir. Quand il s'agit de business,
la famille de Jessica profite de toutes les opportunités pour développer ses affaires. Ce bateau qui charge le bois de Sycophore en route pour la Chine n'est pas arrivé les soutes vides. Dans ses cales, un chargement de ciment chinois destiné au marché congolais. Et c'est un frère de Jessica, Philippe, qui réceptionne la marchandise. Lui aussi a changé de vie. Ancien légionnaire, il s'est battu pour la France en Irak en 1991. Là, il y a combien de ciment lévé ce matin? Ben, cette année, là, au moins 200 000 tonnes par l'année. Peut-être plus, peut-être un mois, ça dépend de la quantité que le Congo qui veut. En quelques années, le commerce entre la Chine et l'Afrique a dépassé les 55 milliards de dollars et les Chinois ont promis qu'ils doubleraient encore dans les prochaines années. Bertrand Duval est expert comptable. Il vit et travaille au Congo depuis 1993. Il a des clients chinois et c'est un bon observateur de leur réussite. Les Chinois sont en train de s'installer. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans? Est-ce qu'ils vont arriver à s'intégrer tout à fait dans le tissu? Ça, je ne le sais pas, mais c'est à nous, Français, de nous battre pour rester dans ce tissu et pas perdre pied en restant toujours impliqués avec les Congolais. Bon, la grosse différence avec entre les Chinois et les Occidentaux, c'est que les ambassadeurs, les conseillers commerciaux s'impliquent à fond avec les entreprises chinoises, ce que ne font pas les Occidentaux. Et ils n'hésitent pas à intervenir pour sauver les entreprises chinoises. Autre avantage, les secrets de la comptabilité en chinois. Les Chinois tiennent leur comptabilité. Assez souvent, ils tiennent leur comptabilité très stricte, mais ils ne dévoilent que ce qu'ils veulent dévoiler à nous, les experts comptables, puisque la comptabilité doit être tenue en français et les Chinois ne parlent pas français. Ils nous donnent que les chiffres qu'ils veulent. À partir de là, on est obligé de monter quelque chose qui ressemble à des bilans et des états financiers, tout en sachant que ça ne reflète pas forcément la réalité. Et alors dans ces cas-là, comment est-ce que les choses s'arrangent avec les autorités? Parce que j'imagine que c'est... Ça s'arrange comme tout s'arrange ici au Congo. On se met d'accord sur l'écart qu'il y a, on s'assoit, on discute. La personnalité en face nous rend des services, donc est rémunérée pour ce service. Et finalement, on s'en sort en payant moins cher que ce qu'on aurait payé si on avait respecté strictement la loi. Pour réussir en Afrique, il faut connaître les règles du jeu. Mais c'est encore mieux de connaître l'arbitre. Le ministre de l'économie forestière, Henri Jumbo, est aussi un champion de ping-pong avec qui Jessica s'entraîne. Et Jessica participe un peu à l'effort ici de vie de notre club. Les dimanches, généralement, nous organisons des compétitions. Parfois, ils nous apportent à manger de manière inattendue et c'est fantastique. Je crois qu'elle se sent moins chinoise qu'africaine aujourd'hui. N'est-ce pas, Jessica? Non, non. C'est vrai? Non. Non, oui. je dis que je ne me sens pas que je suis chinoise. Non, voilà, c'est ça. Donc, tu es d'accord avec moi. Ouais, très bien. Je dis que je suis congolaise. Voilà, congolaise. C'est ça, c'est ça. C'est vrai. Oui. Je crois que c'est plutôt seulement, d'après moi, c'est un tonton qui est bien. Voilà, bon, les autres, ils disent que c'est un ministre. Or, dans mon impression, je ne sais même pas que c'est un ministre. Voilà. Il aime aussi aider les gens, comme tonton Bassi. C'est plutôt, les gens l'appellent ministre de ping-pong. Tonton Passy est un homme important dans le réseau de Jessica. Voilà, je représente l'ambassadeur de Congo en 10 pays asiatiques. Voilà. Ok, allez-y. Hi, Xiaoyang. Ambassadeur en Chine pendant 8 ans, c'est lui qui a négocié avec les autorités chinoises les grands travaux réalisés au Congo et qui a parrainé Jessica dans les affaires. Et surtout ici, quand j'ai eu des difficultés, ici, c'est toujours mon oncle, il me fait le conseil.
Quand je suis venue ici, je commence à faire le commerce. Je ne connais rien du tout, la loi, ceci, cela. C'est toujours, il est à côté de moi et il me conseillait, non, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut respecter la loi. Jusqu'à maintenant, il a continué de m'éduquer sans cesse. Leur succès ne m'étonne pas. Ils ont eu à m'exposer ce qu'ils voulaient faire et je les ai encouragés plutôt à investir que de faire seulement du petit commerce. Et aujourd'hui, je suis content de voir qu'ils vont de la restauration jusqu'à la forêt, bon, ce qui est une bonne chose. Cette familiarité que Jessica partage avec les dirigeants congolais rappelle une des composantes essentielles de la France-Afrique, les liens personnels qui unissent dirigeants français et africains et qui ont fait de nombreux pays une chasse gardée pour les entreprises tricolores. Dans le monde d'aujourd'hui. Mais les temps changent et la présence chinoise a cassé de nombreux monopoles français. Si la France reste encore bien implantée dans de nombreux pays africains, c'est surtout grâce au puissant héritage de l'histoire coloniale que constituent la francophonie et le christianisme. Si le français demeure la langue officielle au Congo, la montée en puissance des cours de chinois est impressionnante. Ni men hao. Ni men hao. Jingzuo. Zhu yu zai tian bian. Wei yu zai ho bian. Ça signifie quoi? La Chine est en train de s'installer réellement. Je dis en Afrique, la Chine est en train de s'installer. Et l'Afrique aujourd'hui a diversifié ses partenaires, donc ce n'est plus un acquis pour telle ou telle puissance d'avoir une partie de l'Afrique. Maintenant, si au niveau des États-Unis ou de la France, ils trouvent que l'Afrique, ce n'est pas quelque chose d'utile, mais il y en a qui veulent bien travailler avec l'Afrique. En ce moment, on est obligé de se tourner vers ceux qui veulent travailler avec nous. Il faut être regardant, parce que la Chine, quand même, c'est 1,3 milliard d'habitants. Tout ce milliard-là n'est pas composé des hommes parfaits, donc il faut faire attention quand nous avons des partenaires. En Chine, il y a bien des maisons d'arrêt, il y a bien la justice, il y a bien... Donc, on doit aussi s'inquiéter et dire il faut faire attention pour qu'on ne soit pas à la merci des Chinois véreux. La Chine doit gagner, mais nous aussi, nous devons gagner. Voilà le principe clé de la coopération avec la Chine. Des partenaires sérieux, il y en a. En aidant Jessica, l'ambassadeur Passy ne s'est pas trompé. Et Jessica n'a jamais coupé ses racines avec la Chine. Elle revient tous les ans à Wenzhou, grande ville commerçante au sud de Shanghai où elle est née, retrouver le berceau de sa grande famille. C'est à 2 heures de voiture du centre-ville, dans la maison de ses ancêtres, que la confiance que lui accorde tonton Passy prend tout son sens.
Cette maison de famille a été reconstruite par ses oncles qui ont fait fortune au Gabon. La fidélité de Jessica à l'Afrique, c'est une fidélité à sa famille. Une famille qui a épousé l'Afrique il y a bien longtemps. Ping, il est l'oncle de ma maman, donc c'est mon grand-père. Voilà. Là, il y a encore des photos pour Ping. Là, c'est le Bongo avec Hu Jintao. Oui. Ça, c'est mon oncle Ping avec Hu Jintao. Mon oncle avec Zheng Qinghong, celui qui est de quoi? De vice-président. Ouais. Mon grand-père avec Tang Jiaxuan, c'était le comment il s'appelle, ouais, ministre des Affaires étrangères. Ouais. Ça, vous connaissez, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping avec Bongo. Il y a aussi Zhou Enlai avec Bongo. Mao Zedong avec Bongo. Le sommet de Pékin a donné un nouvel élan à l'amitié qu'ont pu nouer dans le passé dirigeants chinois et africains. Aujourd'hui, les enjeux ne sont plus idéologiques, mais économiques. Et l'appétit de la Chine pour les richesses du continent ne laisse pas les élites africaines indifférentes. Bref, un homme politique atypique, ses nombreux combats contre l'apartheid, le colonialisme et l'impérialisme le prouvent bien. Marcel est un jeune chef d'entreprise, membre de la famille de Marianne Gwabi, l'ancien président du Congo, assassiné il y a 31 ans et grand ami des Chinois. Et l'Afrique se dirige vers celui qui lui tend la main. Et actuellement, le Chinois a compris cette politique et il tend la main à l'Afrique. Mais reste à savoir si cette main est noble ou pas. C'est la question que moi je me pose. Je ne connais pas totalement leurs intentions, mais je me dis qu'il faudrait que les Africains puissent être ils fassent très attention. Moi je dis que l'avenir de l'Afrique vient de là. On a fait des erreurs au départ avec des Occidentaux. On ne va pas refaire avec la Chine. C'est ce que je pense. Marcel connaît l'appétit de la Chine pour les matières premières africaines. Il connaît aussi les besoins immenses de l'Afrique en matière d'infrastructures et il sait que la Chine peut y répondre. Mais il sait surtout que, nobles ou pas, les relations entre l'Afrique et la Chine sont disproportionnées. Face à la puissance chinoise, l'Afrique ne fait pas le poids. Comme des dizaines de milliers d'Africains, Marcel vient plusieurs fois par an se fournir à Canton, dans le sud de la Chine, et se perdre dans les plus grands centres commerciaux du monde. C'est par où? Par là-bas. On n'a pas. Je suis perdu là. Je ne me retrouve plus, j'ai oublié. Je crois que ça se ressemble tellement que j'ai du mal à me retrouver. Guénolé, c'est pas au deuxième niveau? Ces fauteuils-là me disent quelque chose parce que c'est en liane et ça me rappelle l'Afrique. Tu t'es retrouvé? T'es sûr que c'est ici? Oui, c'est ici. Yeah. 不漂亮，对那时候价格不一样。不一样。多少钱？中国的话是1800，跟沙参800。这个这个羊羔，这个羊羔，这是1100，这个羊羔，乘以2，再加这个。一个羊羔，3個，4個，5個，5個。有 last price，last price。Oh yeah, si tu fais pas attention quand tu fais des achats ici et que tu laisses que t'es parti, tu ramasses de la merde quoi. Ça c'est à coup sûr. L'histoire de ce bois qui a été coupé dans une forêt africaine, puis transformé en meuble en Chine avant d'être revendu en Afrique, c'est un peu l'histoire coloniale qui se répète, avec la Chine dans le rôle de l'Occident. La coopération bilatérale, les transferts de savoir et de compétences évoqués au sommet de Pékin semblent vraiment loin. Aujourd'hui, la Chine arrive chez nous. Moi, je dis qu'il faut être prudent. Je me dis que bon, ils arrivent, oui, mais bon, pour quelle fin?
J'ai peur qu'un jour aussi que la Chine vienne pour, je sais pas, causer aussi certaines choses sur des points politiques. Pour le moment, c'est purement économique. Mais moi, je m'aimerais que ça s'arrête là. Déjà, les Occidentaux nous ont déstabilisés énormément. Ils contrôlent pratiquement tout chez nous. Si les Chinois venaient encore, c'est la mort de l'Afrique, quoi. Cette question est légitime, tout comme est légitime la poussée chinoise en Afrique. Oh, c'est cool, ça. Ça fait oublier les soucis, ça. La question est de savoir si le continent noir saura contenir l'appétit de sa fiancée chinoise sans répéter les erreurs du passé. Stop this, stop. Ah, yeah, Mafana. Oh, Mafana. 200, you say? Yes. 200. Okay. Yo,